Désemparé, Michael est à la recherche de la moindre trace de sa fille de 8 ans. Elle logeait dans l'un de ces bungalows de ce camp de vacances dévasté par les flots. Le père de famille a fait près de 150 km pour venir avec l'espoir de retrouver son enfant porté disparu. Nous avons passé la nuit à Kerrville, puis nous sommes arrivés ici. Nous sommes allés aussi loin que possible en aval du fleuve, et nous n'avons pas l'équipement nécessaire pour ça. Alors nous laissons faire et nous cherchons des endroits où elle pourrait être en vie. Les secours sont toujours à la recherche d'une vingtaine d'enfants et d'adolescents. Aux abords du camp de vacances, cet automobiliste filme les dégâts. La chaussée en partie détruite, des arbres arrachés, couchés au sol sur plusieurs mètres le long des rives. Le Guadeloupé est brusquement sorti de son lit. Le niveau du fleuve est monté de 8 mètres en 45 minutes. Une crue en pleine nuit qui a réveillé ces enfants rescapés. Ils passaient leurs vacances dans un camp d'été. Les cabanes étaient en train de se remplir d'eau et les murs ont cédé. Tous les campeurs qui étaient dans les cabanes ont dû monter sur les poutres, sur le toit et attendre. Mon frère a dû nager pour sortir de sa cabane. L'eau montait de plus en plus. Elle arrivait jusqu'au lit superposé et on n'avait plus qu'un seul choix. Il fallait nager pour sortir. En se retirant, l'eau laisse place à un paysage dévasté. Des maisons détruites, des véhicules emportés par les flots, encastrés les uns sur les autres. Venue rendre visite à sa grand-mère le soir des inondations, Tonia reste sous le choc de la violence des intempéries. Je me suis réveillée et j'entendais la pluie tomber à torrents. Et en plus de la pluie, j'entendais des craquements, des bruits. C'est indescriptible. Le bruit était tellement fort. En fait, c'était les arbres qui tombaient. Et la rapidité de l'eau, elle ne ralentissait pas, elle ne ralentissait pas. Des débris, des meubles, des camping-cars descendaient la rivière. De leur côté, les secours poursuivent leurs recherches sans relâche pour tenter de retrouver les personnes portées disparues. Le gouverneur du Texas a déclaré l'état de catastrophe naturelle. Loïc Rivière, l'alerte inondation est maintenue aujourd'hui au Texas. Comment ce phénomène a-t-il pu produire Comment les eaux ont-elles pu monter, on le disait, de 8 mètres en 45 minutes? Il faut regarder la température de l'eau. En réalité, dans le golfe du Mexique, en ce moment, 32 degrés relevés en surface. Alors c'est évidemment très élevé. C'est au-dessus des moyennes, là-bas aussi, 5, 6 degrés au-dessus des moyennes de saison. Au départ, c'est une ex-tempête tropicale qui circulait dans le golfe du Mexique. Ce sont les restes de cette tempête nommée Barry qui sont remontés en direction du Texas. On avait énormément d'humidité dans l'air. On était proche des records en ce qui concerne la saturation de la masse d'air en humidité, et une goutte froide a circulé au-dessus du Texas. Elle est restée stationnaire sur ce secteur, dans cette vallée fluviale qui est en réalité la plus dangereuse des États-Unis. On le sait bien là-bas, il y a des inondations à répétition sur les bords du fleuve Guadeloupe. Et là, les relevés sont hallucinants. Les radars nous donnent plus de 300 mm. Alors dit comme ça paraît peu. 300 litres d'eau au mètre carré. Ce sont 2 baignoires d'eau qui se sont déversées sur chaque mètre carré en l'espace d'une heure seulement. En réalité, c'est ce qui tombe en une demi-année, en 6 mois. Là, c'est tombé en l'espace d'une heure, d'où cette hausse du niveau des eaux de 8 mètres. Tout le monde a été surpris, bien évidemment, les services météorologiques notamment, alors qu'ils avaient prévu 2 fois moins. En réalité, 2 fois moins, donc s'y est tombé du côté du Texas ce vendredi. Merci Loïc, on va continuer d'en parler avec vous. Éric Zipper, merci d'être avec nous. Vous êtes président de l'ONG Corps mondial de secours. Comment se passent les recherches? Un fleuve qui monte de 8 mètres en 1 heure, on se dit qu'il n'y a pas beaucoup de chances de survie. Il y a 30 mineurs qui sont disparus. Hélas. Oui, en fait, quand on voit ces images, ça rappelle en plus petit, mais avec les mêmes conséquences, ce qu'on a pu vivre sur les différents tsunamis. C'est une eau là qui arrive très très vite, qui est chargée de beaucoup de choses, et puis qui laisse aucune chance à ce qui se trouve sur son passage. Donc en plus, comme dans beaucoup de catastrophes naturelles, on voit que ça arrive au pire moment, ça arrive en plein milieu de la nuit, à une vitesse extrêmement rapide et avec des alertes météo qui finalement n'étaient pas si alarmantes que ça la veille. Donc tout est réuni pour qu'effectivement on ait un bilan humain aussi lourd que celui qu'on a aujourd'hui. Là, il y a des équipes aériennes qui doivent certainement, j'imagine, vous allez me le dire parce que vous êtes spécialiste dans ce genre de risque, des équipes aériennes qui communiquent avec les équipes terrestres et aquatiques, c'est ça? On va fouiller les eaux de ce fleuve, on va aller en profondeur? Si vous voulez, il y a eu une première phase, mais qui est, à mon avis, déjà passée. C'était la recherche de survivants, effectivement, avec les moyens aériens qui sont les seuls qui
qui sont utiles à ce moment-là. Et ensuite, il y a une deuxième phase dans laquelle on est rentré là. C'est malheureusement, alors il peut y avoir des miracles, hein, des personnes qui se sont égarées, qui se sont enfuies, qui n'ont pas donné signe de vie. On espère que c'est ce qui s'est passé, notamment pour ces jeunes. Mais d'un autre côté, là maintenant, on est dans une phase de recherche difficile parce que les accès, comme vous le soulignez, sont compliqués, les routes sont détruites, où il y a des enchevêtrements d'arbres, de boue, de tout un tas de choses. Donc en fait, la progression se fait d'une manière systématique, mais de manière assez lente. Et s'il y a des endroits où on a vraiment, on pense vraiment qu'il y a des vraies chances, peut-être de retrouver des survivants ou du moins de retrouver les disparus, à ce moment-là, on est forcé de passer par un vecteur aérien pour être déposé sur place. Quand vous voyez ces images, vous vous dites quoi? Il y a une plainte, une polémique qui monte de la part des habitants du Texas qui dit on n'a pas été suffisamment avertis en amont. D'autres disent attention, les prévisions étaient erronées. C'était difficile, peut-être, certainement, de prévoir ce phénomène, selon vous, ou pas? Alors, si vous voulez, dans toutes les catastrophes qu'on a, quand le bilan humain est élevé, c'est toujours quelque part que l'alerte n'a pas été au niveau. Mais c'est difficile aussi, je pense. Enfin, moi, je vis pas aux États-Unis, mais je pense que c'est aussi difficile que chez nous en Europe. Regardez ce qui s'est passé en Andalousie, regardez ce qui s'était passé dans la vallée de la Vésubie. Là, ils ont eu des chutes d'eau très fortes et surtout qui se sont très très peu déplacées, avec plusieurs masses qui ont lâché l'eau successivement. Donc, est-ce qu'un météorologue est capable de prévoir ça exactement? J'en suis pas certain. On voit bien en France, des fois, on prévoit de légers orages à un endroit, et puis finalement, c'est un déluge. C'est quand même des choses qui peuvent être extrêmement localisées. Donc, je pense que la météo peut pas tout prévoir. Par contre, moi, ce que j'ai du mal à comprendre vu de la France, mais bon, voilà, je suis pas dans le pays, c'est pourquoi les systèmes d'alerte n'ont pas fonctionné. On sait que c'est un endroit où il y a des inondations régulières. En France, on a des alertes qui arrivent sur nos téléphones, on a des sirènes qui peuvent sonner pour en cas de montée des eaux. Et là, il s'est rien passé aux États-Unis. Restez avec nous, Éric Zipper. On ne peut pas tout prévoir. Un météorologue ne peut pas tout prévoir. C'est ce que disait Éric Zipper. On est d'accord avec ça? Si ça s'était passé chez nous, on aurait parlé probablement d'un épisode méditerranéen. Ça arrive malheureusement régulièrement. Je me dois de vous rappeler que la température de l'eau en Méditerranée est bien au-dessus des moyennes, là aussi, 29 voire 30 degrés. C'est un carburant pour ces orages particulièrement violents. En réalité, dès qu'un système remonte de Méditerranée dans ces conditions, avec une masse d'eau très réchauffée, c'est évidemment très inquiétant. Et c'est inquiétant pour la suite de l'été. Pour l'instant, le temps est sec. Mais dès qu'une perturbation, dès qu'une dépression va se former, on pourrait avoir des quantités de pluie impressionnantes là aussi. Et la difficulté avec un épisode méditerranéen, prenons cet exemple, puisqu'il ressemble beaucoup, c'est qu'il est très difficile à situer précisément. On peut cerner l'arc méditerranéen, mais est-ce que ça va tomber sur les Cévennes, en direction de la Provence? Ça, malheureusement, on ne le sait qu'au dernier moment. Éric Zipper, on en parlait déjà hier. Vous étiez intervenu dans la vallée de la Roya, vous. Alors, on a fait un split, ce qu'on appelle dans le jargon un split avec les deux images. On a mis les images du Texas et les images de ce qui s'était passé en octobre 2020. Est-ce que vous diriez qu'on est dans la même situation, vous qui étiez intervenu? Il y avait eu des pluies torrentielles sur place pendant longtemps. Vous aviez aussi fait des opérations d'élitroyage. Est-ce que vous diriez qu'on est dans le même cas de figure? Oui, un petit peu, parce que alors dans les quantités d'eau, c'est d'ailleurs ce qui est assez frappant, c'est qu'aux États-Unis, donc on parle de 300 mm d'eau qui sont tombés dans la vallée de la Roya, il en est tombé 500 mm. Donc en fait, c'est outre la quantité d'eau qui tombe et outre la localisation, c'est aussi un problème de bassin versant et de bassin d'alimentation. Et c'est vrai que aux États-Unis, je pense qu'ils ont des bassins versants qui sont très importants et qui ont drainé toute cette eau jusque dans le fleuve. Dans la vallée de la Roya, oui, il y a beaucoup de similitudes, hein, parce que, il y a eu aussi des maisons emportées, des gens disparus, il y a eu, ça a été les infrastructures entièrement détruites et qui sont à l'heure actuelle encore pas tout à fait remises sur pied. Donc oui, bien sûr qu'il y a des similitudes. Il y a aussi cette sidération de la population qui comprend pas pourquoi c'est monté aussi vite et qui ont dû faire aussi des sauvetages in extremis. Je me souviens du maire qui nous racontait le sauvetage de l'EHPAD de Tende qui s'est fait à 11h30 du soir dans un état c'est toute la population qui est venue aider pour sortir dans les bras les personnes qui étaient avant que la maison soit emportée, quoi. Donc je pense que c'est un peu la même chose, en tout cas dans le dégât et dans la puissance des eaux et des glissements de terrain, il y a forcément des similitudes, oui, bien sûr.